Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, comme convenu, on va consacrer cette séance à l'étude de l'incipit de la boîte à merveilles. L'incipit, c'est quoi? C'est tout simplement le début d'un roman où l'auteur décrit le cadre spatio-temporel, ça veut dire le lieu, le temps où vont se dérouler les événements. C'est aussi le moment où l'auteur décrit les personnages principaux, surtout, et voilà. Alors, à travers cet incipit, on va découvrir où se passe l'action, quand se passe l'action, quels sont les personnages omniprésents dans ce passage, et aussi quelles sont les caractéristiques du roman ou bien du texte autobiographique. Pour ce faire, on va commencer par la lecture du passage. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leurs chaudes couvertures, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais, moi je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais un petit garçon de 6 ans dresser un piège pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. Il désire tant ce petit moineau. Il ne le mangera pas et il ne le martyrisera pas. Il veut en faire son compagnon. Les pieds nus sur la terre humide, il court jusqu'au bout de la ruelle pour voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison et attendre l'arrivée du moineau qui ne vient pas. Le soir, il rentre le cœur gros et les yeux rougis, balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. Nous habitions Dar Shouafa, la maison de la voyante. Effectivement, au rez-de-chaussée habitait une voyante de grande réputation. Des quartiers les plus éloignés, des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. Elle était voyante et quelque peu sorcière, adepte de la confrérie des Gnawa, gens des Guinées. Elle s'offrait, une fois par mois, une séance de musique et de danse nègre. Des nuages de bons joints emplissaient la maison et les crotales et les guimbris nous empêchaient de dormir toute la nuit. Je ne comprenais rien au rituel compliqué qui se déroulait au rez-de-chaussée. De notre fenêtre du deuxième étage, je distinguais à travers la fumée des aromates les silhouettes gesticulées. Elles faisaient tinter leurs instruments bizarres. J'entendais des you-you. Les robes étaient tantôt bleu ciel, tantôt rouge sang, parfois d'un jaune flamboyant. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes, plus tristes et plus gais que les jours ordinaires. Je me levais de bonne heure pour aller en site, école coranique située à 2 pas de la maison. Les bruits de la nuit roulaient encore dans ma tête. L'odeur du bon joint et de l'encens m'enivrait. Autour de moi rôdaient les genoux, les démons noirs évoqués par la sorcière et ses amis avec une frénésie qui touchait au délire. Je sentais les genoux me frôler de leurs doigts brûlants. J'entendais le rire qu'on parlait nuit d'orage. Mes index dans les oreilles, je criais les versets tracés sur ma planchette avec un accent de désespoir. Alors après avoir lu ce passage, on va essayer de l'analyser. Et pour ce faire, on va le diviser en 2 grandes parties. La première partie commence à partir du soir jusqu'au fil de cuivre, alors que la deuxième commence à partir de mots de nous habitions jusqu'à un accent de désespoir. Cette segmentation, bien cette division se fait en fonction des temps verbaux utilisés, employés dans ces 2 parties, et en fonction des personnages également. Alors, comme vous voyez, le texte s'ouvre sur un indicateur temporel, le soir. Le soir, ça veut dire l'action se passe le soir. Celui qui parle, c'est le narrateur. Le narrateur, il parle de quoi? Il parle de sa solitude. C'est le mot-clé dans ce passage, la solitude. Alors, on est face à un narrateur qui nous parle, qui nous informe, qui n'arrive pas à s'endormir quand tout le monde dort, les riches et les pauvres. Lui, il n'arrive pas à fermer ses yeux parce il pense à sa solitude. Et il ressent tout le poids de cette solitude. Il ajoute que cette solitude-là ne date pas d'hier. Ça veut dire elle est ancienne. Il a toujours éprouvé ce sentiment. Il a toujours été écrasé par le poids, par le fardeau de cette solitude-là. Quand vous voyez les verbes employés ici, sont conjugués au présent. On a dorme, ENT, qui réfère aux gens, tous, d'accord, et les riches et les pauvres. Et puis, il y a ici dort,
songe sans date. Il y a l'omniprésence du pronom personnel je qui réfère à celui qui parle. Ici, on a un narrateur. Il raconte, c'est pour cela qu'on l'appelle un narrateur. Alors, le premier paragraphe termine par cette phrase, plutôt se termine par cette phrase. Ma solitude ne date pas d'hier. Pour illustrer cette phrase, le narrateur va plonger dans ses souvenirs. Si vous voulez, il va illustrer, il va nous donner un exemple pour illustrer cette solitude. Là, on a encore une fois le je qui réfère toujours au narrateur. Il dit je vois, mais ça ne réfère pas réellement à la vision, c'est comme s'il dit je me souviens. Je me souviens de qui? D'un petit garçon. Et ce petit garçon, il est âgé de 6 ans. Le petit garçon dont parle le narrateur adulte, d'accord, c'est lui-même lorsqu'il était enfant, lorsqu'il avait 6 ans. Et puis, il se souvient de cet enfant qui habitait dans une ruelle au fond d'une impasse. Ça veut dire il n'y a pas d'issue, d'accord, dans cette ruelle-là. Il faut toujours faire, si vous voulez, rebrousser chemin et sortir, si on veut. Le narrateur va évoquer un souvenir pour illustrer cette solitude. Et dans le deuxième paragraphe, le jeu réfère toujours au narrateur, qui est adulte, qui est dans sa maison à lui et qui pense qu'il n'arrive, il pense à sa solitude, il pense à sa situation actuelle. Et puis il dit qu'il n'arrive pas à s'endormir. Et pour illustrer que cette solitude est ancienne, il va évoquer un souvenir. Il dit, je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais un petit garçon de 6 ans. Alors c'est toujours le narrateur adulte qui n'arrive pas à s'endormir, mais il va évoquer un souvenir d'enfance. C'est lui-même, cet enfant de 6 ans, et qui il essayait d'attraper un moineau, un petit oiseau, non pour le torturer, le martyriser, non pour le manger qu'enfant, ou bien qu'on faisait les enfants de son âge, mais il voulait l'attraper juste pour qu'il devienne son compagnon, ou bien son ami. Vous voyez, c'est un événement relatif à son enfance, mais il utilise tout de même le présent. On a visite, on a vient, on a veut, court, revient, vient, rentre. Alors, le présent est aussi le futur, mangera et martyrisera. Il est à signaler que même si le narrateur adulte évoque ce souvenir d'enfance, il ne recourt pas à l'imparfait. Pourquoi? Il préfère utiliser le présent de narration et aussi le futur pour donner plus de vivacité à cet événement, comme s'il voulait dire que l'événement vient de se passer. Ça veut dire que c'est pas très ancien pour donner plus de vivacité à cet événement-là. Alors, ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est que on a un indicateur temporel. C'est toujours le soir, d'accord, le soir ici, le soir vers la fin du texte, d'accord. Dans le premier paragraphe, on a le narrateur adulte qui n'arrive pas à s'endormir, qui parle de sa solitude, il nous fait part de cette solitude, et il précise que cette solitude, elle est bien ancienne, dans la mesure où il a toujours ressenti depuis sa prime enfance, et il va évoquer dans le second paragraphe un souvenir dans lequel il essayait d'attraper un moineau pour qu'il devienne son ami. On a dans ce paragraphe deux pronoms personnels. Le premier, c'est je qui réfère au narrateur adulte et le second, c'est il qui réfère au narrateur mais lorsqu'il était petit. Il parle de lui lorsqu'il était petit, comme si c'était une autre personne. Il veut en faire son compagnon, il ne le mangera pas, il ne le martyrisera pas. Bon, on a deux sentiments là, on a la solitude qui clôt le premier paragraphe, et on a là la déception. Et aussi c'est pas la crainte, plutôt c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est l'affliction. Le soir il rentre, le cœur gros,
les yeux rougis parce qu'on devine qu'il a pleuré. Et pourquoi il est... Alors nous arrivons cette fois-ci à la deuxième partie de ce texte. Et comme vous voyez, ça commence déjà par nous. On a un changement concernant le pronom personnel. Nous, et puis on a aussi un changement qui touche également les temps verbaux. Au début, dans les deux premiers paragraphes, on a constaté qu'il y a le présent d'énonciation, le présent de narration et également le futur. Alors qu'ici, on constate que cette partie, elle est dominée par l'emploi de l'imparfait. Pourquoi? Tout simplement parce que le narrateur va commencer à nous raconter des souvenirs d'enfance, des événements relatifs à son enfance. Le nous qui ouvre cette partie, ça réfère à la fois au narrateur et à la famille du narrateur qu'on va découvrir par la suite. Ici, elle est évoquée, mais on ne voit pas réellement dans le passage la famille du narrateur. La première phrase indique le lieu où se sont déroulés ces événements. J'ai dit que ce sont des événements relatifs à l'enfance du narrateur. Nous habitions Dar Chouafa et juste à côté, on a la maison de la voyante. Dar Chouafa, en arabe, c'est la maison, en dialecte marocain, c'est la maison de la voyante. Vous allez vous dire, mais pourquoi il est écrit en dialecte marocain et juste à côté, il y a la traduction? Rappelez-vous que le roman appartient à cette littérature maghrébine d'expression française. Le texte est destiné au public francophone qui ne connaît pas le Maroc, qui n'a pas réellement une idée sur la culture, sur la langue, sur les traditions des Marocains. Et par conséquent, on a là, c'est pas seulement dans cette phrase-là, mais on va voir aussi Gnawa, les gens de Guinée, on va voir aussi l'école coranique ou bien le Dinsid, et puis juste après il dit l'école coranique. Alors, il va nous parler de cet espace, de ce lieu. Alors, la maison de la voyante. Et il précise que au rez-de-chaussée de cette maison-là, il y avait réellement une voyante. La voyante déjà s'appelle Kinza. Là, il donne pas son prénom, mais on va le voir plus tard. Elle s'appelle Kinza. C'est une voyante de grande renommée, de grande réputation. Ça veut dire tous les habitants de Fès la connaissaient et toutes les femmes de toutes les conditions venaient la consulter. Le narrateur précise qu'elle était, elle, ça renvoie toujours à la voyante, elle était voyante et quelque peu sorcière. Sorcière dans la mesure où elle recourt à la magie noire. Et il dit que chaque fois, une fois par mois, elle invite les gens de Guinée qui sont guinawa en dialecte marocain. Elle les invite pour faire une séance de musique et de danse nègre. Ici, le narrateur décrit le rituel. Ça veut dire ce que fait la voyante chaque mois. D'accord? Alors elle invite des gens, les gens de Guinée, ils font de la musique, ils font teinter leurs instruments, puis il y a aussi, ils brûlent le bonjour et l'encens, et tout ce rituel-là, le narrateur ne le comprenait pas. Et il précise l'emplacement, si on veut dire, ou bien où habite précisément sa petite famille. Normalement, la voyante habite au rez-de-chaussée, mais lui et sa famille occupaient le deuxième étage. Et à partir de la fenêtre qui donne sur le patio du rez-de-chaussée, le petit enfant de 6 ans n'arrive pas à regarder réellement les visages que ces gens qui gesticulaient, qui faisaient des you-you, qui dansaient à cause des nuages de bonjour. Il ne regardait, plutôt il n'arrivait à distinguer que leur silhouette. D'accord? Et il entend leurs instruments qui tintaient. Il entendait également les you-you. Et il arrivait toujours à travers ces nuages de bonjour à voir les couleurs des robes qui varient selon les désirs des démons qu'il cherche à évoquer.
Là, on voit que le narrateur, c'est un enfant. C'est un enfant qui ne comprend pas ce rituel, cette magie à laquelle elle s'adonne, cette voyante qui est la principale locataire de la maison. Mais il comprend pas, c'est vrai, mais il ressent de la peur, et le lendemain, il n'arrive pas à se réveiller tôt pour aller au Msid parce que chaque jour, il se rendait au Msid pour apprendre le Coran. Il n'arrivait pas à y aller, il y va à contre-cœur, il se sentait triste, chagriné, et ces jours-là étaient réellement des jours gris pour lui parce qu'il devait se lever très tôt le matin pour aller au Msid apprendre le Coran. Mais une fois au Msid, il se rappelle ce qui s'est passé la veille. Les bruits de la veille résonnaient encore dans ses oreilles. Et tout ça, ça éveille un sentiment de peur chez lui. Et il commence à imaginer que les démons, les genoux, alors encore une fois, on a genoux et juste à côté, on a les démons. Vous voyez là, genoux juste à côté, l'explication, bien la traduction en français. Il imaginait que ces genoux rôdaient, ça veut dire quoi rôder? Tourner autour de lui. D'accord? Ces genoux qui ont été évoqués par la sorcière, il a l'impression qu'il le suivait en Msid et qu'ils étaient en train de tourner autour de lui ou bien de rôder autour pour l'effrayer. Et il a même l'impression qu'ils le touchaient avec leurs doigts brûlants de feu. Le touchaient, mais légèrement. C'est pour cela qu'il utilise me frôler. Je sentais les genoux me frôler, me toucher légèrement de leurs doigts brûlants. Il a l'impression aussi d'entendre le rire diabolique, maléfique, comme par les nuits d'orage. Qu'est-ce qu'il fait pour remédier à ce problème? Il met les deux index dans les oreilles, les deux doigts, les deux index dans ses oreilles. Il commençait à crier à haute voix, à lire à haute voix les versets tracés sur sa planchette, avec beaucoup de désespoir, d'accord? Avec un accent de désespoir, tellement la peur s'est emparée de lui. Lui, c'est un petit enfant qui comprenait rien à ce rituel, mais il était témoin de ce rituel, et tout ce qu'a fait la voyante, ou bien tout ce qu'elle fait une fois par mois, l'impacte négativement. Il n'arrive pas à s'endormir, et il a aussi peur. On a le champ de la peur, champ lexical de la peur qui domine dans la fin de ce passage. Alors, si l'on veut revenir à notre analyse, on a dit que l'incipit c'est déjà le début d'un roman, et là on va analyser l'incipit du roman autobiographique La boîte à merveille d'Ahmad Sfarewi. On voit qu'au début de ce texte, le narrateur plutôt adulte fait des réflexions sur sa vie actuelle. C'est pour cela qu'on a l'omniprésence des temps du discours, à savoir le présent. Et puis après, il va passer à la description spatiale de la maison de son enfance et du rituel de la voyante qui effraie, qui fait peur et terrorise l'enfant qu'il était. On a divisé, comme j'ai dit, le texte en deux parties. La première commence à partir du mot le soir quand tous dorment jusqu'à fil de cuivre, et on a dit que c'est le narrateur adulte qui pense à sa situation actuelle. On a dit que le je réfère au narrateur adulte, que le il réfère au narrateur enfant, ça veut dire il parlait de lui comme si c'était quelqu'un d'autre. L'action se passe le soir, le lieu, surtout dans le premier paragraphe de la première partie, c'était chez lui, à la maison du narrateur adulte. On a dit que dans cette première partie, le narrateur nous fait part, nous informe sur la solitude qui s'empare de lui chaque nuit et l'empêche de dormir. Il dit, moi je ne dors pas,
Je songe à ma solitude. Alors, pour parler de son état d'âme actuel, le narrateur utilise le présent relatif au moment de l'écriture, le présent d'énonciation. C'est pour cela qu'on a l'omniprésence de ce présent-là. Dort, dorme, pensant, date. Et puis, dans le deuxième paragraphe de la première partie toujours, le narrateur va évoquer un souvenir d'enfance. Le souvenir dont je parle ici, c'est lorsqu'il a essayé d'attraper le petit oiseau, le petit moineau pour qu'il devienne son ami. Et pourquoi il a évoqué ce souvenir? C'est dans le but de préciser que sa solitude est ancienne et qu'elle ne date pas d'hier, comme il l'a dit dans le texte. Alors, pour parler de ce souvenir, il utilise le présent de la narration. On a veut, visite, court, et aussi le futur mangera, martyrisera, et ce pour donner plus de vivacité à cet événement. On a évoqué dans la deuxième partie. Oui, alors je vais le redire autrement. On a dit que la deuxième partie, c'est à partir de la deuxième partie que le narrateur commence son récit, entame son récit. Et ça commence à partir de nous habitions jusqu'à accent de désespoir. Quels sont les personnages présents dans ce passage? On a le narrateur enfant et sa famille. Il y a le nous qui réfère à la famille, bien sûr. Comme j'ai dit tout à l'heure, la famille, ni le père ni la mère ne sont présents dans ce passage, mais il utilise le nous à la place du je parce qu'à l'époque, il vivait avec sa famille. Il était encore enfant, il était âgé de 6 ans, il vivait encore avec sa famille. On a la voyante, on a Ginawa, on a les genoux aussi, ou bien les démons. Le lieu, c'est la maison de la voyante et le Msid. Oui, il faut le signaler. Dans la deuxième partie, il y a 2 endroits différents. Il y a la maison de la voyante, où habite le narrateur, et il y a le Msid, où il étudie, où il va pour apprendre le Coran. Il y a 2 temps aussi. Il y a la nuit, lorsqu'il assiste au rituel de la voyante, et il y a le matin, lorsqu'il est allé au Msid. Alors, dans cette seconde partie, le narrateur commence à raconter des événements relatifs à son enfance, d'où l'emploi de l'imparfait. Alors déjà, on plonge dans la narration. Là, le narrateur évoque des souvenirs d'enfance, d'où l'utilisation plutôt de l'imparfait. Il évoque également le lieu, la maison de la voyante, où sa famille habitait, avant de décrire le rituel effrayant de la voyante, principale locataire de la maison. Le narrateur enfant met en relief l'épouvante. Là, vers la fin du texte, j'ai dit qu'on a le champ lexical de la peur. La peur, pourquoi il ressent de la peur? À cause du rituel de la voyante. Alors, le champ lexical de la peur, on a les genoux rodés, les démons, ils criaient, accent de désespoir, etc. Alors, pour clore ce travail, on peut dire que l'incipit de la boîte à merveilles a pu remplir sa fonction qui consiste à décrire les personnages. Déjà, on a le narrateur enfant, on a le narrateur enfant et la voyante. Il a précisé le cadre spatial où va se dérouler l'histoire. Alors déjà, l'histoire qui nous intéresse ici, c'est l'histoire de Sidi Mohamed, l'enfant de 6 ans. Cette histoire va se passer dans la maison de la voyante. C'est pour cela que l'auteur a donné beaucoup d'importance à ce lieu-là. Il l'a décrit. Il y a aussi un autre lieu qui est aussi important, à savoir le Msid. Et puis, l'incipit nous donne quelques indices du genre autobiographique. Quels sont les indices les plus saillants, les plus marquants de l'écriture autobiographique? C'est l'emploi du je. On a aussi des déterminants possessifs, mon, ma, mais, plus relation des événements passés ou bien relatifs à l'enfance du narrateur. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'aimerais bien avoir vos retours pour savoir si elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des questions, je serai ravie de vous lire. Et sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt.